Capturant tous nos cœurs depuis 1996, les jeux principaux de Pokémon sont le pilier de la franchise multimédia la plus réussie de l'histoire. Et avec la sortie récente du contenu téléchargeable Indigo Disc de Pokémon Écarlate et Violette, nous pensons que c'est le moment idéal pour se demander lesquels de ces jeux sont vraiment les meilleurs. Je suis Kyle de Pokébinge et voici chaque jeu principal de Pokémon du pire au meilleur. Alors, même s'il n'y a vraiment aucun jeu principal Pokémon que nous considérions comme horrible, Diamant étincelant et Perle scintillante ont laissé beaucoup à désirer. Vous vous souvenez quand ils ont dit dans ce Pokémon Presents que ce serait des remakes fidèles de Diamant et Perle. Finalement, ils avaient raison et cela s'est révélé néfaste à long terme. À part quelques nouveautés sympas comme l'extension du souterrain en grand souterrain et du parc Safari en parc Rosaire, ainsi que la possibilité de faire suivre les Pokémon et l'absence de capacité spéciale, ce sont simplement les jeux originaux avec un nouveau visuel. Quand on regarde les autres remakes, ils reprennent des éléments des troisièmes versions originales, comme Cœur d'Or et Âme d'Argent, qui intègrent des éléments de cristal, et Rubis, Oméga, Saphir, Alpha, qui reprennent des éléments d'émeraude. En suivant ce schéma, Diamant étincelant et Perle scintillante devraient reprendre des éléments de platine, n'est-ce pas? Eh bien, à part les formes de Pokémon comme Motisma et Giratina qui ont été introduites, et le Conseil 4 ainsi que Cynthia qui ont leurs équipes de platine lors des rematchs, il n'y a quasiment rien. Oui, ça veut dire pas de zone de combat. Si tu ne souhaites pas une répétition des versions Diamant et Perle originales, tu devrais peut-être passer ton tour pour celle-ci. Et espérons que ILCA ne mette plus jamais la main sur un autre jeu principal. Enchaînons avec un autre remake sur la Switch, Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli sont les prochains. On sait tous que Game Freak aime afficher son favoritisme pour Kanto, mais ils ont décidé de nous surprendre, sans mauvais jeu de mots, et de nous offrir des remakes de la version jaune. Comme dans Pokémon Jaune, on reçoit un starter qui refuse d'évoluer et de rester dans sa Pokéball, rendant amusant l'utilisation d'un Pokémon pas complètement évolué dans son équipe. La fonctionnalité la plus unique mise en avant était que les Pokémon sauvages doivent être attrapés en utilisant les Joy-Con au lieu de les combattre, simulant ainsi l'expérience de Pokémon Go. Un deuxième joueur peut aussi apparaître pour aider à capturer des Pokémon. Ce sont des fonctionnalités amusantes, surtout pour les chasseurs de Shiny, mais les jeux Let's Go sont pénalisés par un certain nombre d'autres aspects. Tout d'abord, ils sont beaucoup trop faciles, ce qui peut rebuter les joueurs les plus passionnés. Il n'y a pas d'objet à tenir ni de talent, probablement pour simplifier les choses pour un public plus jeune. L'histoire concernant Jaune reste inchangée, ce qui ne pose pas de problème. Mais les nouveaux personnages, ils sont faibles, surtout le nouveau rival, Trace, qui est extrêmement fade. Globalement, les jeux Let's Go sont idéaux pour les jeunes enfants souhaitant découvrir Pokémon, ou même les vétérans désirant revisiter Kanto sans prise de tête. Maintenant, en nous dirigeant vers la région d'Alola, nous avons Ultra Soleil et Ultra Lune. Nous allons faire court et simple pour celui-ci, car la plupart de nos critiques s'appliqueront plus tard aux versions originales Soleil et Lune. D'ailleurs, ces jeux auraient aisément pu être des contenus téléchargeables pour les versions originales, car l'histoire n'a pas beaucoup changé. Les ajouts qui ont été faits, comme les mini-jeux Surf des Mantas et Ultra Brèche, ainsi que le scénario de la Team Rainbow Rocket, sont tous excellents. Mais encore une fois, il n'y avait aucune raison de sortir tout cela dans un jeu séparé à 40 € avec si peu de changements dans l'histoire. Cependant, s'il y a bien une chose qui se démarque vraiment, c'est le scénario de l'Ultra Commando, où le combat final contre Ultra Necrozma est l'un des boss les plus brutaux et les plus difficiles de toute la série. Pour faire court, essayez ces jeux si vous êtes incomplétiste ou si vous êtes vraiment désespéré de repartir à l'aventure à Alola. En continuant sur la 3DSX et League occupait la place suivante. Ces jeux ont introduit les méga évolutions et le fabuleux type fait, mais qu'en est-il du reste? Ce n'est pas le meilleur. Ils sont ridiculement faciles et il n'est pas du tout difficile de dépasser le niveau des champions d'arène, ainsi que du Conseil 4 et du Maître, ce qui les rend assez oubliables au final. Et en parlant de personnages oubliables, les rivaux, à l'exception de Kalem ou Serena, sont juste là, sans plus. Sérieusement, cite-moi une chose à leur sujet qui ne soit pas le fait que Tierno aime danser. Et même si la Team Flare est l'une des équipes maléfiques les plus sinistres de la série, même eux se font facilement écraser. Nous pouvons probablement tous convenir que Game Freak a vraiment mal géré la région de Kalos. Tout était réuni pour un jeu Kalos définitif, surtout le fameux Pokémon Z, dont on a longtemps parlé, si l'on en croit l'arc X, Y et Z de l'anime, et l'histoire de Zygarde. Mais non, ils ont décidé de mettre le reste de Zygarde dans Soleil et Lune pour une raison quelconque. Malgré leurs défauts et opportunités manquées, X et Y restent très amusants et méritent d'être joués.
Maintenant, espérons qu'on aura ce Pokémon Z ou quelque chose qui pourra racheter Kalos à l'avenir. Sur une note plus joyeuse, parlons de ceux qui ont tout commencé. Pokémon rouge, bleu et jaune. Ces jeux ont posé les bases pour le reste de la série à venir. Vous choisissez votre Pokémon de départ, affrontez votre rival et gagnez des badges d'arène tout en combattant une équipe maléfique. Vous affrontez la Ligue Pokémon pour devenir champion tout en attrapant tous les Pokémon. Même si la formule a un peu changé à quelques reprises depuis, elle n'a jamais vieilli. Et Kanto reste toujours une région classique, même si Game Freak nous la met constamment sous le nez de nos jours. Bien sûr, les personnages sont les plus reconnaissables de la série, de Blue, qui a lancé la tendance du rival arrogant mais apprécié, au professeur Shen, qui n'arrive toujours pas à se souvenir du nom de son petit-fils, en passant par les champions d'arène qui ont été brillamment incarnés dans la première saison de l'anime. Jaune est presque identique à Rouge et Bleu, sauf qu'il reflète un peu plus l'animé, avec Pikachu comme starter et Jessie et James en tant que sbires de la Team Rocket. Sans oublier qu'il se débarrasse de ses sprites de Pokémon cauchemardesques. Bien que Rouge, Bleu et Jaune aient bien vieilli en tant que jeu parfait pour jouer de façon décontractée, ils sont aussi tristement célèbres pour ne pas avoir bien vieilli du côté des bugs. Et non, on ne parle pas des types insectes. Des bugs inoffensifs comme le bug de l'amélioration des badges jusqu'à ceux qui peuvent casser la partie comme Missing No, les jeux en sont truffés. Et c'est encore plus fou quand on apprend que les versions internationales des jeux ont été créées pour corriger les versions japonaises, Rouge et Vert, qui étaient encore plus buggées. Mais tu sais quoi ? Malgré tout, les bugs de la première génération ont un charme étrange et inexplicable. Et quoi qu'il en soit, Rouge, Bleu et Jaune sont tout simplement iconiques. Et nous devons le reste de la franchise à leur immense succès dans les années 83 lycée. Et ne crois pas qu'on en ait fini avec Kanto, car les premiers remakes, Rouge Feu et Vert Feuille, arrivent juste après. C'est rafraîchissant de jouer à la première génération avec les mécaniques de la troisième et presque sans bug. L'ajout des types Acier et Ténèbres et la séparation de la statistique spéciale rendent l'expérience moins déroutante pour les nouveaux joueurs. Et en tant que premier remake, il lance la tendance d'ajouter de nouvelles fonctionnalités qui n'étaient pas dans l'original, notamment les îles Séville, où il y a une intrigue prolongée avec la Team Rocket et la présence de Pokémon de la deuxième génération. Si vous voulez la meilleure façon de découvrir Kanto, alors Rouge Feu et Vert Feuille sont les jeux qu'il vous faut. En restant sur la Game Boy Advance Rubis et Saphir, arrivant ensuite. Les premiers jeux de la troisième génération ont introduit des éléments clés de la franchise. Les talents, les natures, les combats doubles et une mise à jour très attendue de l'interface de stockage des Pokémon. Les concours de cette génération sont bien plus divertissants que ceux de la quatrième, et nous maintiendrons cette opinion. Cependant, les jeux ne sont pas sans défaut. Le nombre de Pokémon dans les jeux est limité, ce qui est incompréhensible puisque les limitations technologiques de la Game Boy Advance rendant la rétrocompatibilité impossible. Les générations plus récentes ont aussi des Pokédex limités, mais grâce à la technologie actuelle, vous pouvez maintenant le compléter en échangeant en ligne avec d'autres personnes. Avec Rubis et Saphir, si vous n'avez personne avec qui échanger en personne, ou si vous n'avez pas de câble Link pour connecter à d'autres jeux Game Boy Advance, ou à Colosseum et XD, vous n'avez tout simplement pas de chance. Aussi, revenir en arrière peut parfois être un peu fastidieux, sans parler du fait que votre rival n'a presque aucune personnalité, et qu'il disparaît tout simplement après Nenukrik. La Team Magma et la Team Aqua sont aussi plutôt pathétiques, et elles se présentent un peu comme une grande bagarre ridicule. Cela dit, ne vous méprenez pas, Rubis et Saphir restent excellents pour ce qu'ils sont. Ils sont simplement moins impressionnants que leur remake et Emerald, dont nous discuterons ultérieurement. De retour dans la région d'Alola, nous avons maintenant les versions originales Soleil et Lune, uniques car séparées de 12 heures. Quand il fait jour en temps réel, il fait jour dans Soleil, tandis que c'est l'inverse dans Lune. Les jeux se sont éloignés de la formule classique des champions d'arène et l'ont remplacé par le défi des îles, où vous devez réussir les épreuves sur les 4 îles et vaincre chaque Kauna. Les capacités Z font leur apparition, pouvant servir de boutons d'élimination instantanés dans les bonnes conditions, les rendant amusantes à utiliser. Et en parlant de combat, les jeux sont assez difficiles, ce qui est un vrai bol d'air frais comparé à la facilité déconcertante de X et Tilly. Et enfin, il n'y a plus de capacité spéciale. Game Freak a finalement compris le message lorsqu'on répétait à quel point on était fatigué de gaspiller des places dans l'équipe pour des Pokémon inutilisés en combat. Malgré les excellents points positifs, les points négatifs sont tout aussi marquants, avec comme plus grande critique le rythme du jeu. Soleil et Lune ont de loin le pire rythme de toute la série, avec des cinématiques interminables et d'énormes murs de texte à traverser, surtout au début du jeu. Certains personnages là sont excellents, notamment Lusamine, Lily et Gladio, qui sont parmi les plus tragiques de Pokémon. D'autres sont tout le contraire,
Tilly est le pire exemple, car il n'est qu'un rival amical générique dont la seule véritable caractéristique est qu'il adore les malazadas. Bien qu'il ait quelques défauts, Soleil et Lune est une autre expérience amusante qui a beaucoup d'atouts. Passons maintenant à la région de Johto avec Or, Argent et Cristal. Game Freak s'est vraiment surpassé avec ces titres. Non seulement ils les ont rendus meilleurs que Rouge, Bleu et Jaune, mais ils les ont aussi développés en faisant des suites directes. Après avoir terminé Johto, vous pouvez explorer Kanto et de nouvelles mécaniques qui sont devenues incontournables ont été introduites, comme les objets tenus, les genres, ainsi que le jour et nuit, l'élevage et ces Pokémon chromatiques tant convoités. Sans oublier l'introduction des types Acier et Ténèbres, ainsi que la division de la statistique spéciale en deux. Cristal est en grande partie identique, sauf que Suicune est le légendaire mis en avant, ainsi que la possibilité de capturer à la fois Ho-Oh et Lugia, et de choisir un personnage joueur féminin, entre autres nouveautés. Ma principale critique d'Or, Argent et Cristal serait le déséquilibre des niveaux. Comparé à d'autres jeux, tous les dresseurs ont des Pokémon de niveau assez bas, et les Pokémon sauvages sont à des niveaux qui rendent l'entraînement vraiment laborieux. Pour aggraver les choses, une fois que vous atteignez le post-jeu, les champions d'arène de Kanto ont des niveaux bien plus bas que la Ligue Pokémon, ce qui provoque un vrai choc quand on affronte Blue, dont les niveaux sont supérieurs à ceux de Peter. Au moins, cela rend le combat épique contre Red, au Mont Argent, encore plus difficile si vous n'entraînez pas votre équipe jusqu'au niveau 70. Mis à part les problèmes de niveau, Or, Argent et Cristal étaient vraiment les premiers jeux Pokémon ultimes et sont encore aujourd'hui des classiques incontournables. Pour lancer l'ère légendaire de la DS, Diamant et Perle arrivent ensuite. La connectivité Wi-Fi a enfin permis aux gens d'échanger des Pokémon en ligne, donc tu pouvais compléter ton Pokédex même si tu n'avais pas d'amis à proximité. Et les combats en ligne aussi, maintenant bien sûr, tu n'as pas de chance, parce que les services Wi-Fi de la DS sont fermés depuis presque une décennie. Le changement le plus significatif apporté aux mécaniques de combat est la séparation entre physique et spécial. Les capacités viables des Pokémon se sont diversifiées depuis que les dégâts physiques ou spéciaux ne dépendent plus du type. Nous, les fans de Dimoré, nous réjouissons. Diamant et Perle ont introduit le plus grand et le plus important pan du lore de toute la série, répondant à des questions comme comment le monde Pokémon s'est formé et comment l'espace et le temps ont été créés. Ils nous ont aussi donné la Team Galaxy qui a encore aujourd'hui certains des motifs les plus sombres de toutes les équipes maléfiques. Certes, il faut noter quelques défauts. Le Pokédex est très limité avec peu d'options disponibles durant l'histoire principale. Il y a tout un tas de nouvelles évolutions d'anciens Pokémon introduites dans ces jeux et elles restent verrouillées jusqu'à la fin du jeu. Le moteur du jeu le rend également très lent par moments. Cela rend le retour en arrière particulièrement fastidieux. Et il est bien connu que la barre de vie d'un Euphorie avec les points de vie max met pas moins de 24 secondes à passer de pleine à zéro. Malgré leurs défauts, Diamant et Perle demeurent révolutionnaires. Cependant, gardez à l'esprit les raisons de préférer Platine à ces versions. En revenant à ON, nous avons Rubis Omega et Saphir Alpha. Beaucoup de personnages des jeux de la 3e génération sont devenus bien plus intéressants, notamment Wally, qui devient soudainement un vrai dur à cuire, et les équipes, Aqua et Magma, sont désormais plus développées et plus complexes. L'ajout de la Primo-Résurgence pour Groudon et Kyogre est tout simplement génial, et les nouvelles méga-évolutions sont également excellentes. Si seulement Ken Sugimori n'avait pas eu le syndrome de la page blanche, on aurait eu ce méga Libégon. On a aussi un contenu post-jeu incroyable avec l'épisode Delta, où l'on obtient le Méga Rayquaza, qui est incroyablement puissant, et enfin un moyen d'obtenir Deoxys légalement, sans événement. La plus grande occasion manquée de Rubis Omega et Saphir Alpha, c'est qu'on n'a pas eu la zone de combat d'Émeraude. À la place, on voit la maison de combat de X et Dilyluck en construction, qui remplace l'autre. Allez savoir pourquoi. Cela dit, Rubis Omega et Saphir Alpha nous ont offert une autre grande aventure à travers ON. Mais allons maintenant à Yenova et parlons des derniers jeux de l'ère DS, Noir 2 et Blanc 2. Ces jeux ont tout ce que l'on peut attendre d'une suite à Noir et Blanc. Un Pokédex élargi, une évolution des personnages comme Charon et Bianca, et une nouvelle intrigue pour la Team Plasma. De nombreuses nouvelles fonctionnalités ont été introduites, comme les modes faciles et difficiles, ainsi que les médailles, qui constituent un système de succès, mais que nous n'avons malheureusement pas revu depuis. Cela aurait vraiment dû être une évidence de conserver ces éléments dans les jeux suivants. Vous pouvez également réaliser vos propres films au Pokéstar Studio et affronter presque tous les champions d'arène et maîtres de la ligue jusqu'à ce moment-là dans le Pokémon World Tournament. Mention spéciale également à Getis, qui est devenu l'un des rares personnages de toute la série à avoir tenté de commettre un meurtre, et ce, sur un enfant en plus, de façon canonique. Restez à l'écoute lorsque nous parlerons des versions originales noir et blanc, car beaucoup de nos éloges s'y appliquent également.
Pour l'instant, Noir 2 et Blanc 2 sont des suites sous-estimées de jeux déjà excellents. Il serait insensé de ne pas classer Or Heart Gold et Argent Soul Silver dans le top de notre liste. Il y a une raison pour laquelle tant de gens tiennent ces jeux en si haute estime, et certains les considèrent même encore comme les meilleurs de la série. Ce sont des remakes très appréciés des jeux de la deuxième génération, avec toutes les fonctionnalités et mécaniques des jeux de la quatrième génération. Le contenu post-jeu élargi, qui inclut de nombreux autres légendaires des générations précédentes, est un rêve devenu réalité pour les fans de la deuxième génération, tandis que le retour du parc ami et de la zone de combat de platine ne sont que la cerise sur le gâteau. Vous pouviez même débloquer des événements spéciaux en jeu qui présentaient de nouveaux éléments de l'histoire si vous obteniez le Celebi spécial dans Arceus à l'époque. Ah, comme les jours où les Pokémon d'événements débloquaient du contenu supplémentaire nous manquent. Et bien sûr, n'oublions pas que les Pokémon peuvent maintenant vous suivre. Certes, ils peuvent vous suivre dans les jeux récents, mais la sensation n'est pas la même qu'ici. Bien que certains problèmes de Heart Gold et Soul Silver persistent, comme le problème d'équilibrage des niveaux du jeu original et la lenteur des moteurs des autres jeux de la quatrième génération, cela n'empêche pas ces jeux d'être de véritables chefs-d'œuvre. Juste en dehors du top 5, on retrouve Noir et Blanc. C'est vraiment génial de voir ces titres recevoir enfin l'amour qu'ils méritent, plus de 10 ans après leur sortie. Lors de leur sortie initiale, ces jeux ont divisé les fans, critiqués pour les designs jugés paresseux de Pokémon comme Sorbu et Miasmax, et le fait que seuls ceux de la 5e génération étaient disponibles durant l'histoire principale. C'est assez mesquin à mon avis, car ces personnes sont probablement passées à côté de la qualité de ces jeux. Les meilleurs graphismes parmi les jeux Pokémon sur DS, l'une des meilleures bandes-son de la série, l'un des meilleurs personnages de la série avec N, et bien sûr, des animations de sprites. C'est dommage que Game Freak ne nous ait jamais redonné ces sprites animés, car ils sont tellement plus vivants que les modèles que nous avons aujourd'hui. En parlant de choses que nous ne reverrons jamais, les jeux nous ont aussi offert les combats triples et rotatifs, amusants et uniques, qui ont fait un bref retour à la 6e génération avant de disparaître. Même s'il a fallu plusieurs années à une partie des fans pour les apprécier, Noir et Blanc ont toujours été des perles cachées avec un public fidèle, et comme nous l'avons souligné plus tôt, nous sommes heureux de les voir enfin recevoir l'amour qu'ils méritent. Nous commençons maintenant notre top 5 dans la région de Galar avec Épée et Bouclier. Ces titres ont testé 2 fonctionnalités majeures qui seraient perfectionnées dans les jeux suivants. Un vaste monde ouvert présenté sous la forme de la zone sauvage et des Pokémon sauvages apparaissant en dehors des hautes herbes. Et il faut l'avouer, on aime ça. On aime aussi le fait qu'on puisse accéder aux boîtes PC à tout moment maintenant, plus besoin de retourner au centre Pokémon à chaque fois qu'on veut déposer ou retirer un Pokémon. Bien sûr, il faut aussi parler de la mécanique de combat de Épée et Bouclier, le Dynamax et le Gigamax. Même si c'est amusant, notre principale critique est que c'est un peu trop puissant et que l'équilibrage aurait pu être meilleur. Mais on ne va pas mentir, les raids Dynamax sont géniaux. En parlant de génial, les champions d'arène sont les meilleurs depuis Noir et Blanc. Ils sont tous dynamiques et uniques. Et les rivaux ont vraiment un développement de personnage cette fois-ci. Par exemple, on voit Béa se transformer d'un rival arrogant en un jeune homme humble. Et on voit Travis apprendre à ne plus douter de lui-même après avoir constamment pensé qu'il ne suivrait jamais les traces de Léon. Ah, et Léon est génial au fait. Épée et Bouclier sont aussi les premiers jeux à inclure des contenus téléchargeables avec l'île de l'Armure et les terres enneigées de la Couronne qui proposent de nouvelles histoires, le retour de Pokémon et de nouvelles fonctionnalités. Nous soulignons les aventures Dynamax et le tournoi des stars de Galar des terres enneigées de la Couronne. Dans l'ensemble, Épée et Bouclier ont donné une nouvelle direction à la série, nous montrant tous les nouveaux horizons révolutionnaires qu'elle peut atteindre. Pour finir l'ère DS, il y a Platine. Si vous n'avez pas surmonté les soucis de Diamant et Perle, voici Platine. Il surpasse Diamant et Perle en tout point. La navigation est un peu plus fluide, bien que la différence ne soit pas immense. Le retour en arrière est simplifié et le Pokédex est agrandi. De nouvelles formes comme Rotom et la forme céleste ultra puissante de Shaymin ont aussi fait leur apparition. Nous avons eu la forme originelle de Giratina et le monde distorsion impressionnant, que nous espérons revoir. D'ailleurs, Platine nous a aussi offert une zone de combat. Game Freak veuillait ajouter une zone de combat dans la 10e génération de Pokémon. Cependant, nos louanges pour Diamant et Perle s'appliquaient également ici. En somme, Platine a corrigé les défauts de ces excellents jeux et a ajouté du contenu génial, ce qui était une énorme victoire selon nous. En 3e position et médaillé de bronze du meilleur jeu Pokémon, nous terminons notre périple dans la région de Hoenn et l'ère des consoles portables avec Pokémon Emeraude. Pokémon Emeraude offre une histoire enrichie incluant les équipes Magma et Aqua, avec un affrontement final emblématique mettant en vedette Rayquaza. Le jeu est également plus difficile,
mais pas au point d'être insurmontable, et la cerise sur le gâteau, c'est un contenu post-jeu conséquent. Des Pokémon hors du Pokédex de N sont disponibles, contrairement à Rubis et Saphir. De plus, vous pouvez capturer Groudon et Kyogre. Les chefs d'équipe peuvent être réaffrontés dans des combats duo avec de nouveaux Pokémon. Et puis bien sûr, il y a la zone de combat, le summum de la rejouabilité de Emeraude. La zone de combat de la 4e génération est inférieure à celle de Emeraude. Sérieusement, la fabrique de combat en particulier est encore addictive à ce jour. Mis à part mon côté fan, Emeraude a tout ce qu'une 3e version devrait avoir, et c'est tout simplement un chef-d'œuvre. Se déroulant dans la région de Paldea, notre 2e place revient forcément aux plus récents jeux principaux, Pokémon Écarlate et Violette. Honnêtement, les gens se concentrent beaucoup trop sur les bugs et les problèmes de performance, parce que quand on va au-delà de ça, ce sont d'excellents jeux. Cela faisait longtemps que nous demandions des jeux dans lesquels nous pouvions voyager librement dans un monde ouvert, et défier les arènes dans n'importe quel ordre. Cela se fait au détriment de l'absence de mise à l'échelle des niveaux, ajoutant un défi supplémentaire. Nous avons également eu droit au phénomène Terra Crystal, qui a bouleversé le métagame compétitif sans doute plus que n'importe quelle autre mécanique de combat jusqu'à présent. La galerie de personnages est sans doute la plus unique de la série, puisqu'il n'y a vraiment aucun méchant parmi eux. Quelle que soit votre opinion sur les équipes prétendument maléfiques, il faut admettre que l'approche de la Team Star, un groupe de marginaux anciennement harcelés, est intéressante. De plus, l'idée que les professeurs Sata et Turo soient des clones intelligence artificielle d'eux-mêmes au moment du climax n'est pas seulement génial, mais cela rend aussi la fin de l'arc d'Arvin très triste. Le contenu téléchargeable récemment sorti, le masque turquoise et le disque indigo, surpasse vraiment épée et bouclier, car il donne l'impression d'être une véritable suite à l'histoire principale du jeu, contrairement à l'île solitaire de l'armure et aux terres enneigées de la couronne, qui sont essentiellement des histoires secondaires. Kitakami et l'Académie Myrtille sont également vastes et proposent d'excellentes fonctionnalités, comme l'histoire des 3 loyaux pour la première et le terrarium pour la seconde. Dans l'ensemble, Écarlate et Violette sont de superbes nouvelles additions à la série Pokémon. Et si vous êtes prêt à ne pas trop vous focaliser sur les graphismes, ce sont vraiment des expériences fantastiques. Enfin, la région de Hisui accueille selon nous la meilleure place pour le plus grand jeu principal Pokémon, Légende Arceus. Les fans attendaient depuis longtemps un tel jeu, et il a vraiment tenu ses promesses. Pouvoir attraper des Pokémon à longue distance était un rêve devenu réalité, tout comme le fait d'avoir un vaste monde ouvert à explorer. Fabriquer des objets et accomplir des quêtes, comme dans Breath of the Wild, est également un point fort. Même s'il est difficile de s'y habituer au début, le système de combat est unique et propose un tout nouveau défi. La façon de compléter le Pokédex est aussi unique. Non seulement vous devez attraper un certain Pokémon une fois, mais vous devez aussi accomplir des tâches de recherche comme en attraper plusieurs, ou le voir utiliser certaines attaques pour compléter chaque entrée. C'est logique, puisque votre but est de créer le premier Pokédex de Hisui. Le jeu est de loin le plus riche en histoire de tous les jeux Pokémon, et c'est vraiment génial de voir comment la région de Sinnoh a vu le jour au fur et à mesure de votre progression. Les personnages sont également bien développés, et il se peut même que vous vous attachiez à certains d'entre eux. Nous étions abasourdis quand nous avons été bannis du village de Jubilif. Donc, notre conclusion est que la première fois que Pokémon s'est éloigné de la formule que nous aimons, tant a en fait porté ses fruits, car ce que nous avons obtenu était incroyable et mérite amplement la première place de notre classement. J'espère voir plus de jeux comme Légendes à l'avenir. Dites-nous en commentaire quel est votre jeu principal Pokémon favori.